Dans ma longue quête, je me suis souvent demandé ce que j'essayais de trouver. Est-ce une quête de sens? Quelque chose qui respire encore dans tout ce chaos? Je n'en sais rien. Mais sur mon parcours, je crois avoir croisé un ange. Et pourtant, en rien il ne ressemblait à une telle créature. En 1945, le monde assiste à un des événements les plus bouleversants de l'histoire humaine. Le 6 août, le Japon découvre un dieu sans visage, un soleil réduisant tout être à l'état d'ombre projetée sur le sol. Hiroshima et Nagasaki, deux noms qui deviennent bien plus que le symbole d'une défaite. Le Japon comprend alors que l'humain peut être son propre démon. Et cette plaie ne s'est jamais refermée. Les artistes ont donc tenté de la métamorphoser. Dans les années 70, le Japon se reconstruit, se modernise, pendant que le peuple lui-même reste profondément traumatisé, hanté par la défaite, la honte et la perte de sens. Le Japon nourrit donc une volonté de perfection, d'effacer leur propre passé afin de ressembler à l'Occident. Consumérisme, matérialisme, le pays ne tourne pas la page, mais écrit un tout nouveau livre de son histoire. Les jeunes générations naissent dans ce chaos ambiant, où tout est parfait, aseptisé. Les autrefois provinces japonaises voient se dresser d'immenses gratte-ciel. Mais paradoxalement, la société reste dans un conservatisme vacant. Tout est tabou. Les mangas type shonen de l'époque viennent promouvoir l'amitié, le courage et l'effort. Encore plus paradoxal, les télévisions propagent la guerre du Vietnam, renvoyant à un monde où la violence est banalisée. Et dans ce contexte des plus complexes, naît des œuvres transpirant le traumatisme. Mais notre protagoniste du jour, Go Nagai, ne voit pas les choses du même œil. Il voit en la société une hypocrisie des plus intenses, une société où on ne peut parler de rien, mais où les pulsions s'en retrouvent refoulées. Lorsqu'il écrit Devilman, il veut faire exploser cette fausse pureté en éclats, mais Go Nagai n'était pas à son coup d'essai. En 1968 sort Arenchi Gakuen, en français l'école impudique. L'œuvre est une comédie érotique qui met une claque au puritanisme de l'époque. Les blagues sont à double sens, riant de l'hypocrisie de la société japonaise qui condamnait le désir. Forcément, l'œuvre s'est faite détruire par le Japon conservateur. Menace de mort, bannissement de l'œuvre, tout à fait. Go Nagai en ressortira traumatisé, découvrant la violence morale, le fanatisme des bien-pensants, de ce à quoi peut amener la haine collective. Et sa vision n'en devient pas moins pessimiste. Après une violence telle, Go Nagai souhaite réaliser une œuvre où le rire laisse place à la tragédie. Le récit prend la forme d'un manga de super-héros où le héros vient combattre les méchants démons, en devenant un lui-même. Mais ce qui fait sa différence avec les autres mangas de son époque, c'est le ton de l'œuvre. Plus on avance dans la lecture, et plus le ton léger apparent disparaît au profit d'une écriture plus sombre et pessimiste. L'esthétique du manga des années 70 était prédominée par un style propre et lisible, hérité du célèbre Osamu Tezuka, père d'Astro Boy. Les personnages y sont représentés de manière expressive, le cadrage est fluide, très cartoonesque si on pourrait dire, mais Go Nagai explose ce style. Les personnages sont bien souvent déformés, les expressions faciales se mêlent à la peur et à la rage.
Le style, autrefois doux et lisse, vire au rugueux et au presque sale. Le découpage perd en régularité. Certaines pages en deviennent presque étouffantes, tant le style devient nerveux et brut. Mais le découpage vient également servir le propos de l'œuvre. On passe sans transition de pages cadrées et calmes à une double page de carnage brutal. Go Nagai perd ses lecteurs dans un amalgame de violence et de souffrance. La violence, qui était alors représentée par de simples coups de poing, est ici symbolisée par des trames explosives, des effusions de sang. La couleur noire vient rajouter une tension pesante à la lecture, car lorsqu'elle prédomine, elle y symbolise les démons ou la sauvagerie qui se déroule sous nos yeux. C'est en ça que Go Nagai fait la différence à cette époque. On parle quand même d'une œuvre qui a été éditée dans le Shonen Jump. Une œuvre où la violence est symbolisée. Et Nagai utilise ce tour pour choquer à mesure des pages, comme si la pureté des personnages se faisait contaminer à même le style du mangaka. Et tout ça vient sublimer l'immense malaise qui s'installe à la lecture de l'œuvre. Quand les gens découvrent l'existence des démons, la peur et la paranoïa se propagent à une vitesse folle. Les médias relayent les rumeurs, les soupçons, les dénonciations s'enchaînent, et tout cela amène à un déchirement total de la civilisation. Et il n'y a pas plus actuel comme sujet. Et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec une œuvre très récente qui témoigne des mêmes thématiques. Cette œuvre, c'est No, I'm Not a Human. Le jeu dépeint un monde où des créatures s'immiscent parmi les humains, et la télévision relaye des manières de les reconnaître. Dents trop blanches, traces de terre sous les ongles, yeux teintés de rouge. Mais évidemment, ces points ne font que alimenter la paranoïa collective, car la peur est directrice de la population. À cause de la terreur, chacun voit en son voisin de potentiels monstres. Et pourquoi je parle de ce jeu ? Tout simplement car le lien est évident avec Devilman. Car à même titre que No I'm Not a Human, Go Nagai cherche à décortiquer la mécanique de foule face à la terreur. Et l'auteur capte avec une effrayante lucidité cette logique de foule. Dans l'animé de 2018, Devilman Crybaby, la peur est montrée à son paroxysme. Le scénariste Ishiro Okushi et le réalisateur Masaaki Yuasa s'associent pour reproduire une œuvre bien plus contemporaine. Le mal ici se propage à travers les écrans. On passe de la chasse aux sorcières à la chasse numérique. Une simple vidéo suffit à propager une hystérie de masse. Les mouvements de foule du manga originel sont remplacés par la folie des forums. Et pourtant, tout ça part d'une bonne intention, l'idée de réduire à néant les démons. Mais là est tout le paradoxe. Car le monde s'effondre, pas sous le poids du mal, mais sous celui de son exigence du bien. La pureté existe-t-elle selon vous ? A-t-elle réellement un sens ? Est-ce que vous vous considérez comme une bonne personne ? Eh bien, Devilman annonce que la pureté n'est que façade. Lorsque le mal et le bien s'effondrent dans l'œuvre, on se retrouve face à une humanité déchirée, violente, assoiffée de sang. Et pourtant, celle-ci ne se considère pas comme mauvaise, puisqu'elle fait ça pour le bien de l'humanité, pour chasser les démons. Ce que fait Go Nagai, c'est critiquer l'hypocrisie moderne des civilisations. La pureté, c'est le bien absolu, c'est de ne pas être souillé par le péché, par la corruption. Sauf qu'à l'échelle du réel, on bascule dans la violence pure. Les puritains religieux qui cherchaient à éradiquer le mal ont créé des sociétés terriblement oppressives. Certains États, au nom d'un idéal, ont toujours fini par massacrer ce qui leur semblait impur. À l'échelle individuelle, vouloir être parfait suppose détruire une partie de soi, ses désirs, ses pulsions et ses doutes. En bref, on étouffe ce qui dérange notre idéal. Si vous préférez, la pureté de façade, c'est une mise en scène, c'est renier la complexité humaine. Et tout cela repose sur un mensonge, faire croire que tout est ordonné, sous contrôle, que la perfection existe. Ça me rappelle d'ailleurs une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps. Paradoxalement, lorsqu'une société exige de la pureté, elle produit de la honte, de la culpabilité. C'est ce que décrit Devilman. Plus les humains tentent de purifier le monde de ces démons, plus ils en deviennent eux-mêmes monstrueux. Et regardez aujourd'hui, le monde ne s'en est pas moins éloigné de la vision du manga. Les grandes entreprises communiquent sur leur éthique, la durabilité, tout en exploitant des ouvriers de l'autre bout du monde. On prône une tolérance tétale, mais pas ceux qui dérangent le confort moral. En son époque, Devilman venait répondre à cette pureté de façade. Lorsque le protagoniste Akira se lie au démon, il accepte son impureté. Il accepte ses désirs, ses pulsions pour mieux les contrôler. Il devient alors humain, acceptant sa part d'ombre, tout comme son cœur d'homme. Dans Devilman Crybaby, les curseurs de cette idée sont poussés à l'extrême. Le meilleur ami du héros, Ryo, est un personnage froid, sanguinaire, qui ne parvient pas à comprendre la faiblesse. Ryo incarne cette pureté absolue.
Il hait profondément tout ce qui est faible, chérit la supériorité, supprimant tout ce qui ne s'y conforme pas. Et il amène le monde à sa propre destruction en propageant les informations, car il veut amener l'humanité à réaliser qu'elle n'est que faiblesse. Mais à l'inverse, Akira incarne l'empathie. Son cœur est sensible, il pleure et ressent tout. Et c'est justement cette faiblesse qui fait de lui un véritable humain. Akira est littéralement le mélange d'un démon et d'un humain, le corps impur et hybride, mais un cœur tendre. Il ne cherche en aucun cas la perfection, mais simplement à comprendre et aider le monde. La tragédie de cette œuvre réside dans l'opposition de ces deux personnages. L'un cherche la pureté, un monde parfait sans douleur, l'autre cherche l'imperfection, un monde vivant mais douloureux. Mais quand tout se résume qu'à un désert silencieux, le seul debout réalise trop tard que la seule chose pure qu'il n'ait jamais connue était l'amour d'Akira. Dans Devilman, l'amour ne peut rien faire face au chaos. Il n'a rien pu faire face aux innombrables guerres qui ravagent encore et toujours ce monde. Et quand ce monde mourra, ne restera plus qu'un ange en pleurs devant le cadavre de son ami.